Personnellement, j'ai été peiné de perdre un de mes petits-fils. Je suis allé à Treichville prendre le sang. Quand on m'a donné l'heure à laquelle l'enfant est décédé, je devais être à Hermankono lorsque l'enfant est décédé ici. Je venais enfin d'avoir le sang. Mais malheureusement, avant mon arrivée, l'enfant était parti. Il était beaucoup anémié jusqu'à les docteurs n'avaient pas le courage de nous dire parce qu'il y avait un grave problème de sang à l'hôpital là-bas. C'est dans quel hôpital? Au CHU de Treichville. On est resté dans ça jusqu'à samedi à 6 h. Elle est décédée. La pénurie de sang les a tous endeuillés. L'âme en peine, ses proches des victimes ont du mal à contenir les émotions. Sur ces images, Guénéba nous raconte les derniers instants de sa fille, décédée suite à une anémie sévère. Dans le couloir qu'on était dedans, là, tout était problème de sang pour les enfants. Tout. C'était problème de sang. Tout le monde est couché, personne n'a une poche même. Dans la manière qu'il est vu à l'hôpital là-bas, les gens que nous on est venus trouver, eux-mêmes pleurent à cause de sang là. Moi-même était déjà découragée. Dépôt de sang du CHU de Cocody. Dr Koné, responsable de la gestion des produits sanguins, reçoit les appels des urgences. Allô? Oui, allô, oui. Oui, docteur Koné. Oui. Donc, on rappelle la patiente, c'est une patiente de 43 ans. D'accord. Donc, elle est venue pour hémoptysie. D'accord. Comme c'est un cas un peu bizarre, là, on a isolé la malade. On a mis un protocole en place, mais dit de la transfuser, de donner des plaquettes rapidement, comme un signe. Au bout du fil, un médecin urgentiste. Une patiente est mal en point, elle doit être transfusée de toute urgence. Pas de temps à perdre. Dr Koné lance l'urgence auprès du CNTS, Centre national de transfusion sanguine. Les groupes sanguins demandés n'étant pas disponibles sur place. Oui, allô, oui, bonsoir, docteur. Pardon, j'ai une extrême urgence d'un kilo A positif. Maintenant, j'ai un autre tableau, une suspicion de dengue. Donc, on a besoin de concentrés plaquettaires A positif en urgence. Le patient a 24 minutes. Les consignes données, l'ambulancier se met en route. Les patients sont dans des états critiques. Il doit se dépêcher pour éviter le pire. L'homme doit se frayer un chemin dans cet embouteillage interminable. Chose qui n'est pas toujours aisée, certains usagers lui rendent la tâche difficile. L'ambulancier réussit à se faufiler entre les véhicules. En 15 minutes, il est au CNTS. Sa dotation est prête, mais le nombre de plaquettes demandées n'est pas pourvu. Oui, mais bien sûr, on n'a pas le temps. Il y a une urgence là qui nous attend. Il faut vérifier le nom de tes prochains. Comment ça? Il faut vérifier. Oui. Il y a une poche de choses à... De quoi? Comment on appelle ça? Il y a quelqu'un qui a demandé une poche. Si tu es sur votre Oui, c'est 19 poches. Ça correspond, mais ça On vous correspond a pas. servi Ça 19 correspond. poches. Mais pourquoi tu pas d'accord? C'est pas 18 poches, c'est 19 poches. Si tu as pas tout, c'est 19 poches. Les commandes vérifiées, sur 7 poches de plaquettes commandées, il n'en a reçu que 2. L'ambulancier ne perd pas de temps. Il reprend la route. Là, tes fouilles sont arrivées. Tu as pu avoir les plaquettes? Bon, sur 7, on peut y avoir 2. 2. D'accord, on va déjà Le informer. reste, il faut commander. Ok, on va déjà informer le service pour qu'ils viennent chercher ça rapidement. Oui. Est-ce qu'avec les deux poches là, Oui. est-ce que ça va poser des problèmes?
Bon, on dit la meilleure femme ne peut offrir que ce qu'elle a. Voilà, donc c'est les 2 unités qui étaient disponibles. On commence avec ça déjà. Et dès qu'il y a de nouvelles entrées, on va les chercher également. Ça peut faire beaucoup. Oui, docteur Blagon. S'il te plaît, pardon, est-ce que tu peux me passer docteur Lolo si elle est encore là? Oui. Ok. Les plaquettes sont immédiatement acheminées aux urgences où se trouve la malade. Madame Nicolas, la Gracia. On va vous passer le sang. Hein? D'abord, on va prendre la tension. Ok. On met la tension. Ça continue? C'est Dr Lolo qui est en charge de la malade. C'est elle qui a lancé l'alerte auprès du responsable des produits sanguins. Elle a une hémoptysie, c'est-à-dire elle touche avec du sang dans les expectorations. Voilà, avec les bilans qu'on a fait, on a vu que le taux de plaquettes était très bas. Donc on a lancé l'urgence pour commander les plaquettes avec Dr Kone. On a calculé, c'est des calculs qu'on fait. C'est des calculs, avec le poids on fait des calculs. Et on a Vous avez eu deux poches. Est-ce que les 2 poches après faire le Vraiment, c'est déjà bon. C'est déjà bon. On commence avec ça et puis au fur et à mesure, de toute façon la lettre est déjà lancée, c'est tout. Ils sont déjà au courant que la patiente a besoin de plaquettes, donc c'est déjà lancé. C'est des produits qu'on n'a pas souvent, les plaquettes, donc c'est très difficile. Dès qu'on a un peu, déjà on commence la transfusion. Avec ces 2 poches de plaquettes, la patiente sera stabilisée. Mais pour sa prise en charge complète, les 5 autres poches de plaquettes doivent lui être administrées. Les urgences font partie des services du CHU de Cocody dont les patients ont plus besoin de sang. Normalement, combien de patients ont besoin de sang une journée par exemple? On a beaucoup de patients. On a beaucoup. Parce que ici, c'est plus, nous, c'est les urgences, c'est groupé. Il y a les urgences de chirurgie qui viennent avec des traumatisés, des fractures. Donc eux aussi, ils ont leur bilan là-bas. Nous, c'est les urgences médicales. Les urgences médicales avec des patients comme la dame hémoptysie, hématémèse, anémie chronique, ça dépend. La situation est sous contrôle. La patiente est soulagée en attendant de recevoir les autres poches de plaquettes. Quelques mètres de là, au centre des Grands Brûlés, Salif, l'un des patients, attend depuis 5 jours une transfusion sanguine. Monsieur Kone Salif, ça va? Ça va. D'accord. Jusqu'à présent, vous n'avez pas encore pu avoir le sang. Non. On a déposé le bon. Oui. Donc on attend toujours le sang. On attend toujours le sang. D'accord, ok. Bon, mais on va patienter encore le temps d'avoir le sang. Parce que sans le sang, on ne peut pas programmer pour faire la greffe des plaies qui sont là. Je pense que ça n'a qu'à être un peu rapide, ça ne fera que Si. On va tout faire. On va tout mettre en œuvre pour que vous ayez le sang rapidement. Sans le sang, on ne peut pas faire d'intervention chirurgicale. C'est difficile. Il y a 3 mois, cet homme de 45 ans a été victime d'une brûlure de 3e degré suite à un grave accident de circulation. C'était un accident de la voie publique. Il y a eu un incendie de son véhicule. Donc les riverains ont sorti in extremis. Il est arrivé chez nous ici avec des brûlures profondes étendues au niveau des 2 membres supérieurs, de la tête, du dos et des flancs, avec une lésion au niveau du genou gauche. Donc en urgence, on a dû faire, parce qu'il y avait une gangrène qui était installée au niveau du membre supérieur gauche, donc on a dû faire une amputation et une greffe au niveau des flancs. Mais à cause de l'anémie, on n'a pas poursuivi la couverture cutanée, c'est-à-dire les greffes. On n'a pas pu faire les greffes jusqu'à présent parce qu'il est anémié. Donc avec l'anémie, même si on fait des greffes, il y a des risques d'échec. Donc on attend toujours, on a fait la prescription des poches de sang. Donc on attend de régler ce problème-là d'abord avant de le reprendre encore une fois au bloc. Aujourd'hui, son état est stable, mais l'homme présente des lésions graves au niveau de la tête. Il n'y a pas de risque létal, c'est-à-dire qu'il supporte bien son anémie, mais les plaies ne vont jamais cicatriser. Donc, tant que les plaies ne cicatrisent pas, il y a les risques de surinfection. Et donc avec ces risques de surinfection, retard à la cicatrisation et tout, le malade il ne peut pas vaquer à d'autres occupations. Entre crainte et espoir, Salif n'a d'autre choix que de patienter. Si vous avez peur, souvent, quand vous sentez comme ça, est-ce que vous avez peur? Bon, peur, c'est trop fort. Tu as peur, tu n'as pas peur. Mais mon souhait d'avoir le sang le plus rapide. Et puis le docteur fait mes greffes. Que je sois en bonne santé, c'est ce qui
qui me préoccupe à l'air. Parce qu'il m'a dit, sans faire le greffage, les plaies ne peuvent pas cicatriser vite. Donc, si sans le sang aussi, si le taux est, comme on appelle, si le taux est faible aussi, parce qu'en faisant le greffage, tu vas saigner. C'est lui qui connaît son travail. Donc, c'est d'avoir le sang le plus tôt possible. Frédéric, lui, a eu beaucoup de chance. Arrivé dans ce centre avec des brûlures de 3e degré, l'homme a failli perdre la vie. J'ai fait la peinture et puis j'ai pratiquement appelé ça, aujourd'hui appelle ça étanchéité. Et ça allait faire étanchéité. C'est une dame à Bata, l'entrepreneur, et puis elles m'ont dit non, de faire ça sur le gaz. J'ai dit non, on ne prépare pas avec gaz, on prépare sur le bois. Maintenant on prend le gaz là pour coller les passalis. Elle dit non. Ils ont proposé qu'en Afrique, à cause du manque de moyens, il a accepté d'aller faire des travaux. Il a fait le premier jour, ça a reçu, deuxième jour, le gaz, les goudrons a pris feu sur le gaz. Il s'allait décharger pour ne pas brûler la maison de la dame. Parce que la maison est très grande, si ça brûle, c'est pas bon. Il s'allait décharger le gaz là, le goudron sur le gaz. Et malheur pour moi, le gaz ça a explosé, 6 mois. En ce moment, le goudron aussi a pris feu dans le seau. Et quand le gaz m'a pris flamme, m'a pris un coup là, en sautant pour me défendre, pour tomber à terre là. C'était en haut, c'est le premier. Mon pied allait descendre dans le seau de goudron là. Donc il s'est arrêté vivant et puis il s'est en train de griller. Pour sa prise en charge, il a dû être transfusé à plusieurs reprises. Une intervention nécessaire car à ce niveau des brûlures, son pronostic vital était engagé. Il y a eu problème de sang. On ne peut pas m'opérer. Si on m'opère aussi, il va mourir. Parce que d'abord, quand le feu te brûle, le plaie se nourrit à le sang. Donc, chaque moment qu'on met sang, demain quand on vient de faire l'analyse, il n'y a rien. Tant qu'on met sang devant faire l'analyse, il n'y a rien. Moi, il y a plus 12 pouces de sang, grand pot là. 12. Avant que moi, je vienne en vie aujourd'hui. L'intervention chirurgicale a même été reportée à maintes reprises pour faute de sang. Combien de fois on a reporté? Quand on devait te on rejette, on ne peut pas faire là. C'était comme de plusieurs fois. Plusieurs fois, on met dans la difficulté. Mais à ce moment-là, j'ai la foi, j'ai le courage, mais ça ne va pas. Mais quand on ouvre comme ça, là, mes nerfs sont au dehors. Mes nerfs sont au dehors. Non, Nel n'avait pas pris photo parce que j'avais peur de regarder les photos là. Tout le monde était au dehors. S'il n'avait pas eu le sang à temps, il allait mourir. Puisqu'on n'allait pas pouvoir faire son opération. Il y a beaucoup de personnes qui sont mortes pour cette histoire de sang. Il y a beaucoup. Ici? Beaucoup. Oui, ici, beaucoup. Plein même qui sont morts pour cette histoire de sang. À cause de ça, elle est partie. Elle est décédée à la maison. En 2021, une quinzaine de patients a perdu la vie dans ce centre pour manque de sang. Est-ce qu'à un moment donné, vous avez eu peur de dire, bon, comme il n'y a pas de sang, je vais mourir? Bon, je n'ai pas pensé. Ce qui est sûr, je sais qu'à ce moment, il y a eu beaucoup de morts à côté de moi. Dans cette salle, pour côté, en tout cas, il y a mort. Par jour, 2 personnes, 3 personnes, mais j'étais découragé. Mais je me dis à Dieu, de mon cœur, que Dieu, si j'essaie d'aller voler, et puis tu m'as puni là, je dois payer mon péché. Si ça a tué l'homme et puis il m'a fait ça, je dois payer mon péché. Mais si je n'ai rien fait, pardon, il faut me guérir pour qu'il puisse remercier ceux qui m'ont soigné. Donc, il ne faut pas le mettre avant de tuer. Aujourd'hui, Frédéric est presque rétabli. L'urgence vitale selon les médecins est passée. Mais il lui reste un long combat à mener, celui de la rééducation. Une semaine plus tard, nous retrouvons Salif au bloc opératoire. Le malade reçoit sa greffe après une longue attente. On a préparé le truc, il en faut suffisamment. Hein. On a prévu une quinzaine, mais il faut plus. Le problème du sang relève du passé. Il est transfusé pendant l'intervention. Il a tellement de lésions à greffer qu'on est obligé de faire par étapes. Donc on a greffé d'abord le moyen d'amputation, en même temps que les flancs, les 2 flancs. Aujourd'hui nous greffons la tête. Je pense que prochainement on essaiera de greffer les parties du dos qui ne seront pas encore cicatrisées. Donc
pour chaque intervention, il a eu besoin de sang parce qu'il était toujours à la limite de l'anémie. Ok, allons-y, levez-le. Tu vas pas mettre ta main dans le dos. Ok. Si vous êtes fatigué, vous dites, on va le poser. Hein? La transfusion sanguine pendant la greffe permet aux médecins de réduire les risques de complications. L'intervention dure 2 heures. À terme, Salif est conduit dans la salle de repos. Désormais hors de danger, il pourra poursuivre sa rééducation. Nous sommes à Divo, chef-lieu de la région du Lot-d'Ivoire. Ce matin, c'est le lancement de la caravane du don de sang. Na, Tana, date de naissance, 23, oui, oui. Pour cette opération, les donneurs doivent remplir quelques critères. Quelles sont les informations que vous recherchez quand quelqu'un vient donner son sang? Oui, les informations, d'abord, on prend la personne, on cherche sa masse, c'est-à-dire le poids. Et puis après ça, si tu veux 50 kg, c'est que tu es apte, on peut te mettre sur au niveau des donneurs. Maintenant, une fois tu veux 50 kg, on prend le nom. Le nom, la date de naissance. La date de naissance, il faut avoir 18 ans. Si tu n'as pas 18 ans, tu n'es pas apte à donner. En plus de ces conditions, la tension et le taux d'hémoglobine sont aussi contrôlés. Objectif, vérifier si le donneur est dans les conditions optimales pour se faire prélever. Pour cette première journée, les donneurs viennent au compte-gouttes. Parmi le peu de volontaires, Stéphane, venu se prêter à l'exercice bien humanitaire. C'est vraiment ma première fois quand même. Mais pourquoi vous avez attendu aussi longtemps? Oh, peut-être que j'avais pas eu de centre de transfusion aussi proche de moi. Parce que là, j'ai eu l'information hier et puis voilà, j'ai pas hésité un seul instant. Surtout que ça ne fait pas aussi mal que ça. Hein. On avait peut-être un peu peur des seringues, mais on se rend compte que c'est pas douloureux du tout. Sa présence n'est pas fortuite. Il a auparavant vu son père faire face aux besoins de sang. Eh bien, donner le sang pour moi, c'est naturel. Pourquoi? Parce que quand on a son père qui a été malade et qui a eu besoin de plusieurs transfusions sanguines pour avoir la vie sauve, on comprend l'importance du donner du sang. On réalise que si des gens n'avaient pas donné leur sang, certainement que son père n'aurait pas pu être sauvé. Et donc, par rapport à cela, je me dis, il est de mon devoir aussi de venir donner mon sang pour sauver aussi la vie de d'autres personnes. Et pour encourager les donneurs, l'ONG Action pour le Bien, qui organise la caravane, propose des kits alimentaires composés de sacs de riz, d'huile et des boîtes de sardines aux volontaires. Il est 16 h, c'est l'heure des comptes. Sur 1000 donneurs espérés, seuls 120 poches ont été recueillies. Loin du compte, le responsable de l'ONG tire la sonnette d'alarme. C'est justement dans cet élan de solidarité que nous invitons les populations à pouvoir cultiver cet esprit de don de sang. Ce que nous déplorons un peu, c'est que cette culture n'est pas encore ancrée dans les esprits des uns et des autres. Donc il est question pour nous de faire ce travail de sensibilisation. Pour sensibiliser la population de Divo, Ismaël et son équipe se rendent à la radio locale de la ville. Bonjour. L'ONG voudrait à l'instant T lancer un appel très pressant à toute la population de Divo et du Lot-d'Ivoire, à toutes les personnes qui nous écoutent. Sur la fréquence du Lot-d'Ivoire, l'homme sensibilise. C'est quoi? Ce que les gens doivent comprendre. Oui. Ce n'est pas une question pour dire que c'est pour les autres. Parce qu'un bonjour, on peut t'appeler pour te dire « Hey, viens donner du sang, il y a ton parent qui est couché ici. Oui. » Ou bien ça peut être toi-même. Tu es couché, on ne souhaite pas, il y a un accident. Tu t'en vas quelque part et dis « Ah, tu manques de sang. » Comment on fait? Il faut aller prendre le sang de quelqu'un d'autre pour te donner.
Mais si toi, tu n'as pas cette culture, si toi, tu ne participes pas, que tu ne donnes pas pour toi, mais demain, si tu as besoin, qui va te donner? Je souhaiterais donc lancer cet appel aux populations. C'est ça. La culture du don de sang doit devenir naturelle. Je donne mon sang, je sauve des vies. Ce slogan semble ne pas être compris de tous. La culture du don de sang n'est pas encore incrustée dans la conscience nationale. Nous sommes au CNTS, Centre national de transfusion sanguine. Dans ce laboratoire, des échantillons de sang sont prêts pour analyse. Ces tubes vont subir une série de tests biologiques. C'est sur ces tubes rouges qu'on va réaliser tout ce qui est dépistage de l'hépatite D, l'hépatite C, l'HIV et la syphilis. Donc ici... Pourquoi ce sont ces maladies-là sont encore cons? Au fait, ce sont ces paramètres que l'OMS recommande. Donc nous, on suit les recommandations de l'OMS. Donc en Côte d'Ivoire, c'est des paramètres qu'on dépiste sur les différents tubes pour pouvoir les donner, mettre les poches à la disposition des donneurs et des receveurs. Pour détecter les anomalies, les échantillons du sang sont mélangés à des substances. Le condensé est mis en incubation. Il faut attendre 2 heures pour voir les premiers résultats. Voici, on a fini. À partir de là, maintenant, quel est le constat qu'on fait? Le constat qu'on fait, c'est qu'on a tout ce qui est jaune. Pour nous, à vue d'œil, on voit que c'est positif. Mais c'est le lecteur qui doit nous confirmer si c'est vraiment positif. Quand on compte, il y a combien de positifs? Bon, quand moi je vois, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 positifs. 9 positifs. C'est l'échantillon de combien? Combien? L'échantillon qui est combien? Il y a 85 échantillons. 9 positifs. Et si l'appareil en hépatite C. À la fin du processus d'analyse, le biologiste doit pouvoir détecter les poches de sang contenant des anomalies. Quand mon collègue il a fini, nous on récupère les plaques. Les plaques là, les plaques sur lesquelles il a travaillé là, on met ça dans cet appareil là, qui est un lecteur optique, voilà. Donc quand on lit à l'ordinateur, il sort cette fiche là. Voilà. Pour un protocole de 75 échantillons. Là, nous sommes avec le paramètre HIV. HIV, c'est SIDA. Là, vous voyez qu'il y a 2 positifs. Sur les 75, 2 positifs. Sur 100 échantillons analysés chaque jour, 5 à 10% présentent des cas d'anomalie. Les poches infectées vont être retirées du lot. Toutes ces activités que nous menons autour de chaque donneur, c'est pour garantir la sécurité transfusionnelle à la fin au lit du malade. Mais le processus n'est pas terminé. Dans cette haute salle, le sang subit un autre traitement. Ici, les poches de sang sont étiquetées, triées et classées en fonction du groupe sanguin. À cette étape, aucune erreur n'est permise. Elle a la possibilité soit de flasher, soit de recomposer le numéro code à barre qui est là. Et si c'est bon, il va apparaître comme message poche étiqueté. On va s'assurer que le groupe qui est marqué sur l'étiquette, c'est bien le groupe qu'il y a dans la tubulure. C'est ce qu'on appelle le contrôle ABO post-étiquetage. Une fois les poches prêtes, elles sont conditionnées dans cette chambre froide avant la distribution. Et c'est Dr Minenda qui s'occupe du service. Dans ses mains, une vingtaine de bons de commande. On a environ 21 bons de commande. Bon, la poche, nous on sait en fonction de la disponibilité. Monsieur, comment il peut avoir combien de positifs? Ça varie. Ça peut aller de 1 à 20 à 30. Ça varie en fonction de la demande là-bas. La demande du jour est évaluée à plus de 200 pots de sang sur 100 disponibles. Dr Minenda doit jouer les équilibristes en fonction des cas. Après plusieurs heures d'attente, les poches sont enfin prêtes pour la distribution. Benjamin, ça n'aurait dû la dépasser à la caisse. Benjamin, à la caisse, vite, vite. Un moment de stress pour Dr Minenda qui ne pourrait pas satisfaire tout le monde. Et souvent vous êtes stressé quand ce moment arrive?
Déjà stressé depuis la chambre froide parce qu'on fait le service. Vous voyez que quand vous sortez, tous les ambulanciers sont là, ils vous regardent, ils vous attendent depuis le matin. Donc il y a la pression, arriver ici, il y a la pression encore, satisfaire tout le monde pour qu'ils puissent partir. Le centre reçoit en moyenne plus de 300 commandes de poches de sang par jour, alors que la production du jour est en deçà de ces chiffres. Pour combler le vide, le directeur général de cette structure étatique dévoile sa stratégie. La première stratégie d'abord, c'est les structures de transfusion sanguine. On est parti de 3 structures de transfusion sanguine pour atteindre aujourd'hui 27 structures de transfusion sanguine. Ça, c'est sur le plan national? C'est sur le plan national, c'est-à-dire on a déconcentré nos structures pour que les structures soient plus proches des populations. La deuxième stratégie, c'est la mise en place des équipes mobiles, c'est-à-dire qu'au lieu de rester dans les centres de transfusion sanguine pour attendre les donneurs de sang, les centres de transfusion sanguine se déplacent à travers des équipes mobiles et qui vont vers les populations pour aller chercher ce liquide précieux. Sur la question des réseaux de distribution créés autour du sang et attribués au CNTS, Dr Konaté Seydou fait des précisions. On ne peut pas être producteur de quelque chose et être à la tête d'un trafic de cette même chose-là. C'est un peu difficile à comprendre. On a saisi des personnes qui ont fait de la spéculation sur les produits sanguins et ces personnes ont été appréhendées par la police, a été appréhendées et ont été remises à la justice. Donc, et ces personnes-là, ce ne sont pas des personnes du centre de transfusion sanguine. Malheureusement, souvent, c'est du personnel de santé. Mais qui concerne la santé nous concerne aussi. C'est pour cela aussi que dans notre sein même, nous devons faire une purge et enlever les brebis galeuses. Récemment, un arrêté ministériel a été pris pour uniformiser le prix de la poche de sang à 3 000. Objectif, freiner les réseaux clandestins de distribution. Le Centre national de transfusion sanguine ne produit que 160 000 poches de sang par an, loin de la demande estimée à 250 000 poches. Pour atteindre l'autosuffisance en unité de poches de sang, 1% de la population doit être du nombre des donneurs réguliers. Avec une population estimée à 28 millions d'habitants selon le dernier recensement général, ce défi peut être relevé avec un peu de volonté. Je donne mon sang, je sauve des vies, doit sonner comme un devoir pour tous et non comme un simple slogan.